challenge Intermarché. Ce challenge vient de s'achever et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir les 3 premiers du challenge. D'accord? Je dis challenge pour ceux que ça heurte. En bon français, on dirait un défi ou alors un concours de data science. Voilà. Ce concours a été organisé donc par la société Intermarché qu'on connaît tous. Il s'agissait donc de réaliser le meilleur modèle, mais ils nous en diront plus dans quelques instants. Et on verra comment est-ce que ces 3 data scientists ont pu réaliser le modèle qui leur a permis de monter sur le podium. Alors, les participants, donc les 3 experts qui seront avec nous aujourd'hui, sont Romain Hérès, Jacques Peter et Pierre Novak. Dans l'ordre, c'est 1, 2, 3. Donc, Romain le premier, Pierre le second et Jacques le troisième. Alors, avec nous présent également Khalil. Khalil représente la société Intermarché et il fait partie des organisateurs de ce challenge. Il nous dira quelques mots, quelques retours d'expérience également, plutôt en fin de session, sur ce défi de data science. Il y a Jacqueline qui m'accompagne et Jacqueline représente le Meetup Centre-Loire-Vallée ainsi que le Meetup Deep Learning Paris. Voilà. Donc, Jacqueline, si tu veux dire un petit mot de bienvenue, c'est le moment. Et ensuite, on va laisser le maximum de temps de parole donc, à nos experts data scientists. Bonjour à tous et puis bienvenue aux membres aussi de Deep Learning Paris Meetup qui nous rejoignent et au Centre Loire-Vallée. Merci aux speakers. Alors, en ce qui concerne le déroulé de la session, donc, ça va être une table ronde. On va essayer d'être le plus plaisant possible. On va essayer d'organiser ça sous forme de discussion, notamment. Alors, les points qui vont nous permettre d'articuler cette discussion, ce sont tout simplement le déroulé d'un projet de data science. Donc, il s'agit de points extrêmement classiques. On va partir depuis le dataset. On va parler un petit peu ensuite de data visualisation. On continuera en parlant de feature engineering, à chaque fois en essayant de bien nommer quels ont été les points de difficulté, les points de facilité, qu'est-ce que ça a permis de découvrir, qu'est-ce que ça a permis, etc. Et enfin, on terminera bien entendu par la modélisation, le choix des algorithmes, quels ont été les résultats associés, les difficultés, le temps d'entraînement, etc., etc. Voilà, donc on commence tout de suite et on va commencer donc par parler donc, notamment du dataset, mais peut-être qu'avant ça, quelqu'un voudra donner un petit point de mise en contexte en ce qui concerne ce challenge et ensuite on commencera à mentionner tous les points dont on vient de parler. Ok, j'ai assez parlé, c'est à vous. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, que ce soit Romain, Pierre, Jacques. Moi, je veux bien laisser la main sur la présentation du challenge parce que je n'ai pas de slide. Je crois que Pierre, tu en avais, toi, non? Alors, j'ai une slide très simple avec 4 petits points, donc je peux prendre la main sur la présentation. Vas-y. Alors, vous me dites si vous voyez. C'est bon pour nous. C'est bon. Alors, c'est vraiment tout simple. Le dataset, il est composé, donc c'est la prédiction de vente, c'est Intermarché, de vente de produits. Donc, on a eu un dataset de 2500 produits sur 8000 au total, je crois, à prédire du coup parmi 149 points de vente. Et on avait pour ça un an d'historique, c'est-à-dire toute l'année 2018, au pas du jour. Donc, c'est des prédictions journalières qu'on voulait faire. Et le but du challenge, voilà, on était scoré sur le premier trimestre 2019. Donc, on devait prédire 3 mois à l'avance les ventes des 2500 produits dans les 149 points de vente. Alors, pas exactement, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas dans tous les points de vente, mais en gros, c'est l'idée. Ça fait à peu près 280 000 paires d'articles et de points de vente à prédire pour les 3 prochains mois. Voilà pour le challenge. Est-ce qu'on se fait un... Ouais, vas-y.
Non, non, enfin, moi, je trouvais que le dataset était assez gros comparé à ce qu'on peut avoir d'habitude. Et du coup, il y avait une partie qui était de se dire comment on arrive à manipuler ces gros datasets et y mettre en forme, ne serait-ce qu'on branchait une machine learning. Je crois que euh, ça représentait un premier niveau de complexité de euh, ce volume de données. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Romain et Pierre, mais Ouais, pour compléter, si on crée le dataset entier en 2018, c'est-à-dire qu'on regarde tous les jours possibles, tous les magasins possibles et tous les articles possibles, on a 130 millions de lignes. Vous multipliez ça par le nombre de colonnes que vous pouvez avoir, on en parlera après lors du engineering, mais ça mange pas mal de RAM. Et moi, j'aime bien dire que, en gros, ce dataset, il était gros et petit à la fois. Gros parce que oui, il y a beaucoup de lignes, et petit parce que finalement, on n'a qu'un an d'historique. Et un an d'historique, c'est très très peu pour apprendre des saisonnalités, et on le verra après. On nous demande de prédire Q1 2019, mais finalement, en apprentissage, on ne peut pas simuler une prédiction sur sur Q1 parce qu'on n'a qu'un an d'historique. Donc en fait, le dataset, il est gros et petit à la fois. C'est ce qui, c'est une des grosses complexités de ce challenge. je pense qu'il y a une autre complexité qu'on a vue, c'est que le dataset il n'est pas parfait sur la qualité des données. Donc, on a des problèmes de remontée de données. Donc, je sais que le 1er mai, par exemple, c'est un joueur qui avait des soucis. Donc, euh, il y a la question de qu'est-ce qu'on en fait, comment on gère ça. Et pour un peu poursuivre ce que tu disais, Romain, sur la saisonnalité, euh, pour le challenge, pour faire marcher, vu qu'on a un an d'historique, on est un peu forcé à créer euh, moi, je vois ça un peu comme on est obligé de faire un modèle plus ou moins paramétrique ou forcer, plutôt que laisser le modèle inféré de qu'est-ce qui va se passer totalement pour le premier trimestre 2019, c'est qu'on se met à rajouter des sortes de contraintes paramétriques, Ça, c'est le point 4. des surcouches. On y reviendra après, la modélisation. Et ouais, on va rester sur le dataset. Moi, je confirme. Alors, j'ai pas du tout votre expertise, hein, je l'ai juste chargé et j'ai fait tourner du machine learning, mais ultra basique. Enfin bon, bref, voilà. Donc, mais en ce qui concerne le chargement, c'est vrai que c'est un dataset quand même qui a une certaine volumétrie, une certaine masse, si je puis dire. Et effectivement, alors je ne sais pas, alors on y reviendra, ça c'est le point 4, quand on va parler du temps d'entraînement, etc. Mais effectivement, ça avait déjà une certaine spécificité. Et ensuite, peut-être que Jacques, tu veux continuer parce que tu semblais dire qu'il y avait une partie de nettoyage à effectuer sur le dataset. Données Euh, manquantes ou... ouais, alors il y en a toujours, mais je pense que c'est comment on gère, euh, il y a cette partie de est-ce que la donnée elle remonte correctement dans les bases de données, donc ça c'est une première question. Puis il y a une seconde partie aussi, c'est comment le dataset il a été créé par les organisateurs. Et ce qu'on se dit, c'est, j'imagine, donc Khalid, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez pris des produits qui avaient eu au moins une vente en 2019, ou Q1 2019, et vous êtes remonté jusqu'à un an d'historique. Et ce qui se fait que en fait, le nombre de produits actifs au fil du temps, il n'est pas constant. Et donc, on a une sorte les ventes qu'on observe, en réalité, il y a une sorte de survival bias sur la construction du dataset. Donc, on pourrait dire aussi, est-ce qu'on arrive à tenir compte de ça dans nos modélisations et voilà, mais sur la phase de nettoyage des données, j'ai pas euh, de recette magique. Je pense que j'ai juste d'un point de vue macro, c'est le nombre de produits actifs au fil du temps. Et effectivement, on voit que c'est croissant. Quand il y a un problème de qualité de la donnée, on met. Mais j'ai pas d'analyse au niveau par supermarché, par exemple. Je sais pas si vous avez remarqué d'autres soucis sur les données, Pierre ou Romain. Alors, ce n'est pas un souci en tant que tel, mais en effet, on a des nouvelles paires produits et articles qui arrivent tous les trimestres. Et je crois qu'on en a environ 5000 nouvelles tous les trimestres. Donc, c'est assez difficile finalement d'extrapoler sur des paires articles produits, articles point de vente qu'on n'a jamais vu avant.
Donc ça, c'était l'un des challenges aussi. C'était qu'est-ce qu'on fait des 5000 nouveaux produits qu'on n'a jamais vus en 2018? Comment est-ce qu'on les traite? En fonction des modélisations, on verra qu'il y a des modèles qui n'ont pas besoin de pré-traitement particulier. Le mien, en l'occurrence, en avait besoin. Donc, j'ai dû faire un pré-traitement assez spécial là-dessus. Par contre, je crois que Romain, toi, en termes de nettoyage de la donnée, tu as dû passer quelques nuits. Alors, peut-être pas quelques nuits, mais quelques heures au moins, ouais. Alors, je ne sais pas à quel point on parle de la deuxième question déjà, mais j'ai pas mal utilisé DataVis pour visualiser la donnée et essayer de spotter ces problèmes de qualité. Je vais juste vous partager hyper rapidement slide que j'avais présenté lors de la restitution. Là, c'est les ventes par jour pour un point de vente particulier qui avait la édition 9, mais peu importe. En fait, on voit qu'on a des problèmes. Alors, on a des jours fériés, hein, Jacques en parlait. Donc ça, moi, je les ai gérés en considérant que le nombre de ventes qui étaient faites un jour férié, c'était pas le nombre de ventes qu'on observait, c'était le nombre de ventes week -1, enfin la moyenne du nombre de ventes week -1 et week +1. Et on a des périodes aussi de problèmes de qualité de données, avec ici une période de quasiment un mois où une vente dans le magasin, alors soit le magasin est fermé exceptionnellement, soit les données ne montent pas, mais dans tous les cas, ça perturbe le modèle. Donc, je préfère retirer complètement ces lignes-là de mon dataset d'apprentissage pour ne pas le perturber. Ça, c'est un exemple, hein, mais on avait d'autres soucis sur d'autres points de vente du même acabit. Et quand on fait le même graphe, pas au niveau point de vente, mais au niveau article, c'est-à-dire que vous tracez pour chacun des 1500 articles, je crois, ou 2500, le nombre de ventes par jour. On a deux types d'articles. On a des articles qui ont des ventes voilà, assez stables dans l'année, comme ça, avec une saisonnalité au niveau de la semaine. Et on en a d'autres qui ont cette tête-là, en orange, donc c'est le nombre de ventes par jour sur 2018. Et en fait, on voit qu'on a des pics, 1, 2, 3, 4 fois dans l'année, ici 4 fois. Et l'hypothèse, c'est que c'est des promotions, des mises en avant exceptionnelles dans les magasins. Et ça, malheureusement, on n'a pas accès à ce calendrier de promotion historique et futur. Donc, on n'a aucun moyen de savoir si, là, sur Q1 2019, est-ce qu'il va y avoir une promotion sur cet article-là. Et je pense que l'erreur qu'on fait, enfin, l'erreur qu'on obtient sur ce challenge, c'est principalement dû à ces articles qui ont été en promotion dans le passé et qui seront probablement en promotion dans le futur sans qu'on le sache. Donc ça, la DataVis a permis de le détecter, mais pas de le. Et ça concerne beaucoup d'articles? Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Franchement, c'est une part. Alors, j'ai pas le pourcentage en tête. Parfois, c'est moins flagrant qu'ici. Là, c'est vraiment flagrant en plus. Mais je dirais qu'il y a au moins 30% d'articles qui ont des pics comme ça, au moins un pic sur 2018 qui nous empêche d'avoir une prédiction qui a sens. Là, je n'ai pas décrit le graphe, mais ma prédiction, elle est en bleu ici. On voit bien que c'est pas ce qui va se passer, quoi. Ah oui, effectivement. On y reviendra au niveau 4 pour savoir effectivement comment tu as. D'accord, effectivement, ça fait introduit une certaine difficulté. C'est un peu du tout ou rien en quelque sorte, un phénomène un peu explosif. Ça n'a rien à voir, hein, mais je traitais l'autre jour une série temporelle des explosions solaires. Ça fait le même profil, sauf que là, c'est des articles. D'accord. Vous avez été, Jacques, Peter, donc forcément, vous avez été confronté au même. Ça a été un souci pour vous ou... Ouais, alors, je ne sais pas comment Romain s'il réfléchit la façon dont on approche le projet, mais moi, j'ai plutôt tendance à approcher un projet dans le sens inverse. C'est d'abord faire un modèle et puis après comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et donc, en fait, le modèle va me guider mon exploration des données plutôt que l'exploration des données va guider l'élaboration du modèle. Et c'est de réfléchir dans le sens inverse parce que du coup, se dire, je, je crée mon modèle et puis je vais voir en fait c'est quoi l'importance des variables, euh, essayer de comprendre là où il est bon, là où il n'est pas bon. Et donc, ça va créer des idées de data visualisation, de compréhension du dataset, mais c'est de réfléchir de façon inverse euh, plutôt que dans le sens qui est enseigné à l'école, c'est-à-dire
fais d'abord ma data vise et je vais essayer de construire mon modèle en conséquence. Voilà, je sais que Airbnb, eux, bon, ils ont un papier là-dessus, mais ils se disent ça aussi, c'est qu'avant, ils prenaient les papiers de recherche et ils essayaient d'implémenter et voir si ça marche ou si ça marche pas. Et pareil, on a une idée qu'on va implémenter, on l'implémente et on voit si ça marche pas. Là, ils regardent plutôt les comportements de leurs utilisateurs, enfin, comment le modèle réagit, enfin, les features importantes, etc. Et ça leur permet de créer la data visualisation ou le feature engineering adéquat. Mais c'est réfléchir de façon inverse plutôt que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, pour être transparent, je fais assez peu de data vis, ça arrive assez tard dans le process D'accord. de Alors, modélisation. on va en parler juste avant de passer au point 2 qui concerne effectivement la data vise. Ça fait une bonne transition. Mais auparavant, peut-être qu'il faudrait que l'un d'entre vous redise un mot, peut-être, je ne sais pas, la métrique, à quel point la métrique était particulière. Je ne sais pas si on l'a assez mentionné, afin que chacun comprenne que c'était un des points les plus originaux, si je puis dire, de ce concours. Ouais, alors je peux prendre le point. Oui, J'ai fait une petite slide là-dessus. parce que c'est un point vraiment important. Alors, c'était un point très important. Donc, la métrique, c'était la RMSLE. Donc, bon, mis à part loguer la target avant de prédire, enfin, avant d'entraîner, c'était pas le plus compliqué. Mais on avait une règle qui était un peu custom, qui disait, en fait, quand on a des zéros, c'est pas grave. Donc, il y avait une règle un petit peu particulière. Donc là, en bleu, vous allez voir, par exemple, la vente d'un article qui se vend jamais, sauf le jour 4. Par exemple, voilà, il s'en est vendu 15 ce jour 4. Et donc, du coup, comment la métrique est calculée? Ils vont pénaliser tous les points non nuls et tous les zéros qui suivent, donc dans une fenêtre de 6 jours. Donc, en gros, si vous prédisez ici 10 000, bah, c'est pas grave. Vous aurez une loss de 0 sur ce point, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans un endroit qui intéresse, qui intéresse Intermarché. Et pareil pour après. Par contre, quand vous êtes dedans, là, sur les zéros, vous allez être pénalisé. Donc, la particularité du dataset, c'était que de base, on n'avait que les points qui étaient non nuls. Donc, je pense qu'on a tous fait ça. On a tous étendu le dataset pour régénérer nos zéros. Et ensuite, en fonction de l'approche qu'on fait, on pourra réenlever les points qui ne nous intéressent pas. Donc, sur une approche classique, on va pouvoir tout simplement supprimer les points sur lesquels on n'est pas pénalisé. Donc, bon, par contre, il faut calculer lag avant, parce que si vous calculez lag après avoir supprimé les points, vous aurez des problèmes. Et moi, donc, du coup, je le dis spécialement pour les time series, parce que c'est l'approche que j'ai fait. J'ai fait un séquence to séquence. Et j'étais déjà bloqué dans mon approche de modélisation sur ce besoin, parce que je ne veux pas supprimer des points, parce que j'ai des séquences. Si j'enlève des points, je casse tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les séquences qui étaient entièrement nulles. Voilà, c'est tout ou rien. Soit je garde ma séquence, soit je la supprime. Donc, les séquences entièrement nulles, j'ai pu les enlever. Et j'ai rajouté un truc sur les séquences que je garde. Donc, mettons celle-là. J'ai rajouté un masque sur ma loss. J'ai utilisé Keras. Donc, j'ai rajouté un masque qui ne va pas me pénaliser sur ces points-là. Donc, le modèle, il voit tous les points. Par contre, il est bien pénalisé que sur la métrique en question. Et ça, c'est le problème que j'ai eu sur les time series. Vous avez fait des approches plus classiques, donc je pense que vous n'avez pas trop eu ces problèmes. Ouais, alors moi ce que j'ai fait, c'est pas une approche time series, c'est que j'ai généré des paires de points entre la date de départ et la date à prédire, et je prends les points qui sont pas évalués, et je rebondis sur la loss. J'imagine que on n'est pas pénalisé avant sur les 6 jours, enfin, au début de la time series, parce qu'en fait c'est une façon implicite de trouver la date de mise en produit. On n'a pas explicitement cette information-là. Donc, j'imagine que c'est ça. Et j'imagine que quand on pénalise pas les points où il y a au moins 7 jours consécutifs, enfin 6 plus 1 jours consécutifs, donc ça fait 7 jours sans vente, j'imagine que c'est encore une fois une façon implicite de se dire notre produit il est out of stock
Et donc, on n'a pas envie que notre modèle apprenne à prédire ces out of stock, enfin ces ruptures de stock, mais plutôt on supprime de cette loss-là. Donc, j'imagine que c'était vraiment la loss, elle est bizarre, mais en réalité, elle permet de implicitement résoudre ces problèmes de qualité de la donnée en amont. Ah. Moi, j'aurais une question spécifique qui s'adresse à Khalil. Alors, libre à toi de répondre ou pas, hein, je ne veux pas trahir de secret industriel, mais alors cette loss, elle est totalement spécifique à Intermarché ou alors c'est une expertise métier qui est hyper classique dans la distribution? Parce qu'en lisant la loss, je me suis posé plein de questions. Alors, oui, je vais y répondre. Je comptais répondre tout à l'heure. Elle est plutôt spécifique par rapport au challenge et elle traduit pas mal d'intuitions en fait que nos gagnants ont réussi à trouver. La première chose, c'est que quand tu es sur une RMSLE, la métrique en soi, elle a été choisie parce qu'elle a deux propriétés mathématiques. La première, c'est qu'elle, en fait, en gros, elle ne pénalise pas les sous-estimations comme les surestimations. En gros, je pense qu'elle pénalise plus les sous-estimations. En fait, en gros, ça, c'est important pour un retailer, c'est que, en fait, finir avec un peu plus de stock, c'est pas grave, contrairement à finir par prédire peu de stock, t'approvisionner et tomber en rupture de stock, ce qui causera de l'insatisfaction client, de la perte de chiffre d'affaires, etc. La deuxième, c'est qu'elle elle va être, en fait, en gros, elle va pénaliser les volumes de façon proportionnelle, donc de façon similaire en fonction des proportions. Donc, autrement dit, se tromper de 90% sur un article que tu vends à 1000 par jour ou 100 par jour, ça va être évalué plus ou moins pareil, ce qui permet de ne pas que le modèle ne focalise pas sur les produits qui se vendent le mieux, au risque de mal prédire les volumes qui sont en fait qui se vendent mal ou qui se vendent peu. La partie custom, c'est venu d'une réflexion qu'on a menée pour le challenge. Et celle-là, c'est effectivement vu qu'on ne donne pas aux gens des données de promo, des données sur les stocks. Effectivement, donc, au fait, il fallait ne pas pénaliser les éventuelles ruptures de stock. Et notre façon justement de ne pas le pénaliser, c'était de se dire, on considère implicitement que si on n'a pas observé des ventes plus de 6 jours, c'est que depuis la dernière vente, c'est que derrière, il y a eu un problème de rupture de stock et on ne pénalise plus à partir de ce moment-là. Donc, en fait, c'est un peu custom. Je pense à date, on ne l'adopte pas forcément en interne, mais on va approfondir ça et peut-être l'adopter en fin de compte. D'accord. Je te remercie pour ces réponses. Effectivement, c'est très intéressant. Ça vous donne pas mal d'expertise métier. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de participer à ce type de concours. C'est super intéressant. Ok, bon, on a fini le point 1. Alors, j'ai cru comprendre qu'on ne s'est pas trop attardé sur la data vis, donc peut-être qu'on va passer ça rapidement. Mais néanmoins, si l'un d'entre vous, je ne sais plus, l'un d'entre vous a déjà commencé à en parler. C'est Jacques qui commençait à parler, je crois, de data vis. Alors, si vous voulez dire un autre mot sur l'aspect data visualisation du projet, alors pour vous aider, j'ai préparé quelques questions. Si oui, ce serait quels outils avez-vous utilisés? Quels outils, quel langage, quelle librairie? Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir si, bien sûr, vous avez fait de la data visualisation? Voilà. Et ok, ben, allez-y, c'est à vous. Je me permets juste pour terminer sur le point et après on boucle définitivement. Le fait de retirer les lignes en apprentissage comme ça a été fait lors du calcul de la métrique, ça permet deux choses: de diviser la taille du dataset par deux, donc de passer de 130 millions à 60 millions de lignes. Et deuxième chose plus importante, c'est d'avoir un score qu'on calcule en local qui soit corrélé au score qu'on a sur le classement du site. Ça, c'est hyper important pour les gens qui commencent les concours. Le premier truc que vous devez faire, c'est de recoder la métrique qui est appliquée sur la plateforme en local. Petite parenthèse que je referme. Après, côté DataVis, moi, je vous ai montré ce que j'avais fait, deux choses essentiellement, les ventes par jour et par magasin qui m'ont permis de découvrir ces anomalies de données que j'ai pu corriger par la suite.
et les ventes par jour et par article qui m'ont permis de découvrir ces promotions que je n'ai pas su traiter. J'ai essayé des petits trucs manuels pour les traiter, mais ça n'a jamais fonctionné. Et en termes d'outils, classique, Matplotlib sur Python. D'accord. Là, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Pierre, Jacques? Non, alors moi j'ai fait très très peu de data viz. J'en ai affiché quelques-unes des courbes, mais sans plus. Et Matplotlib aussi quand j'en faisais. D'accord. Et donc, la librairie était suffisante pour absorber tous ces points, parce qu'on a parlé en introduction quand même de données assez massives. À aucun moment, ça a posé des problèmes? Non? En fait, tu visualises jamais tout ton dataset d'un coup. Tu fais des agrégats. D'accord. Typiquement, le nombre de ventes par jour par magasin, c'est une série qui pèse, tu as 365 points, donc c'est que dalle, quoi. Par magasin, après, tu as X, X courbes, X étant ton nombre de magasins, mais il n'y a aucun problème de volumétrie parce que tu ne plottes pas ton dataset non agrégé. D'accord, ok, ça marche. Ça marche. Ok, on va passer au point suivant, à moins que si personne n'a quelque chose. Non, enfin, moi je peux partager rapidement, mais Oui, avec des plaisir. petits exemples de data viz. Euh, Bon, moi déjà, c'est Python aussi, mais j'aime beaucoup, je viens de R, donc j'aime beaucoup Plot9, de ggplot, donc il y a une implémentation sous Python qui s'appelle Plot9, ça permet de faire des graphiques, c'est sympa. Et quelques exemples, alors c'est pas parfait, mais euh, en fait, je voulais voir la saisonnalité au fil de l'année. Enfin, d'abord, c'est le nombre de produits actifs par catégorie au fil du temps, et se dire, bah, il y a certaines catégories où on a un nombre de produits croissant au fil du temps. J'avais essayé de me dire, euh, la saisonnalité. Je voulais essayer de corriger la saisonnalité annuelle avec une sorte de modèle paramétrique, pas vraiment réussi. Mais c'était d'abord, trouver le nombre de produits actifs au fil du temps et après de recalculer, regarder la saisonnalité annuelle au fil de l'année. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les données de début 2018, de début 2018. Je les ai mis en 2019, c'est simplement pour pouvoir visualiser à peu près à quoi ça ressemble. Et c'était pour se dire, est-ce que je vais calculer ma saisonnalité? Et ce qu'on pouvait se dire, c'est que, par exemple, les liquides, là, c'est les ventes moyennes sur l'année. On avait peut-être, je sais pas, enfin, ou cerisserie, on avait un bon en fin d'année et que ça redescendait derrière. Enfin, c'est plein de petites sortes de data vis pour essayer de débiaiser le dataset, mais ça n'a pas été un grand succès. Et voilà, et sinon j'ai quelques visualisations aussi dans le notebook qui était ici. Donc ça, c'est la visualisation dont je parlais tout à l'heure, du nombre de produits actifs au fil du temps. Et on voit que ça croît. En fait, notre janvier, s'il fait un peu moins de ventes que décembre, c'est pas que parce qu'il y a plus de ventes en décembre, c'est aussi parce que la façon dont le dataset avait été créé. Et voilà, j'ai pas grand-chose comme dataset. Peut-être aller un peu vite. non, 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 pas de souci. Redis juste, je suis pas sûr d'avoir bien compris le nom de Talib. En tout cas, je ne la connais pas, ça c'est sûr. Redis-moi le. Ça s'appelle Plot9, mais c'est une implémentation de ggplot, mais sous Python. D'accord. Je pense que ggplot, Plot9. c'est un super D'accord. package de visualisation sous R. Et, voilà. Et que Python a un train de retard par rapport à R pour la database. Ok, ok, ok. Alors, j'étais en même temps en train d'écumer les questions, parce qu'on va prendre peut-être une ou deux questions au fil de l'eau, mais je vois que vous avez chacun, d'ailleurs Romain, j'ai vu passer Pierre, et ainsi que toi Jacques, et vous avez commencé d'ailleurs, et je vous en remercie, à répondre directement dans le chat, à moins qu'il y ait une question auquel personne n'a répondu. J'ai pas l'impression. Bon, alors quelqu'un, tu as commencé à parler de saisonnalité. Oui, effectivement, on a une question sur la saisonnalité. Ça ne dépend pas aussi de la météo, exemple les glaces. Bon. Alors, la météo, ça. Je pense qu'il y a ce que Romain disait, c'est Ouais. qu'il y a quand même très peu de challenge, enfin de challenge, de problèmes qui sont adaptés
enfin, où la météo est adaptée pour résoudre le problème. Le seul sujet que je connais, c'est la prédiction de consommation électrique à la marine nationale, régionale, où la météo aurait un impact, enfin, a un impact fort sur la prédiction. Mais honnêtement, sur des données comme celles qu'on a eues, je pense que c'est quasi impossible. On avait l'identifiant de la région qui était anonymisé, donc on ne pouvait même pas dire longitude, latitude, moyenne de la météo à cet endroit-là. Donc on pouvait juste utiliser à la limite la température de la France, quoi. Mais je pense que ça aurait ajouté plus de bruit qu'autre chose. Enfin, c'était déjà un dataset quand même très bruité avec cette histoire de saisonnalité qu'on peut pas avoir et tout. Donc je pense que c'est un effort. Déjà, c'était pas autorisé et en plus, je pense que c'était pas nécessaire. Ah, d'accord, Je vais ok. rebondir sur la météo, hein, mais parce qu'en fait, c'est le genre de problématique qu'on a chez Mano Mano, ou même production des algorithmes de prévision des ventes. Euh, en fait, la météo, déjà, pour créer un modèle prédictif, il faut avoir l'historique des prévisions météo. Et on sait que la prévision météo à plus de une semaine ou 2 semaines, c'est assez compliqué sur la fiabilité de celle-ci. Et par contre, ce qu'on a, c'est on peut inférer en fait que en août il fait beau et donc via la saisonnalité. Et ce qu'on voit, c'est chez Mano Mano, c'est tout bête, mais les gens ils vont acheter des chauffages quand il fait froid. Et en réalité, il fait froid en décembre. Et quand on regarde la saisonnalité de nos catégories chauffage, bah il y a un pic, comment les mois où il fait froid. Et donc, on ne se sert pas directement de la météo, mais on sait que enfin, un bon modèle de prévision météo, c'est tout simplement les moyennes annuelles de température pour chaque mois. Et donc, vous avez une sorte de variable qui est corrélée à la météo, qui est tout simplement votre mois, et ça marche déjà pas mal. Sans la météo, si vous tracez la saisonnalité de vos catégories, chez Intermarché, je pense que c'est le cas. Mais chez Mano Mano, c'est le cas qu'on voit bien un pic des saisonnalités pour nos piscines ou pour nos chauffages en fonction de l'année. Ah ouais, Donc c'est voilà. intéressant. Plutôt qu'un traitement sophistiqué, si je traduis bien tes paroles, plutôt qu'un traitement sophistiqué, il suffit par exemple de mettre une variable, est-ce que c'est janvier, est-ce que c'est février, est-ce que c'est mars, et ça va contenir l'information que le traitement sophistiqué aurait pu apporter. C'est Ah, ça que tu... ça la contient indirectement. Après, le problème, ça c'est un autre sujet, c'est est-ce que j'entraîne un modèle par catégorie ou est-ce que parce que alors, c'est tout le problème, ça c'est une technique de Kagler, c'est est-ce qu'on met le mois comme variable? Et le problème, c'est qu'on a un comportement janvier, ça va être une augmentation des ventes pour notre catégorie chauffage, alors que pour la catégorie piscine, c'est un comportement inverse. Et donc, si je dis, bah, si on veut laisser le modèle inférer ça, que pour telle catégorie, c'est une augmentation, pour telle autre, c'est une baisse des ventes, c'est très très compliqué pour lui. Et donc, soit il y a deux solutions, soit on va entraîner un modèle par catégorie, mais bon, ça crée des complexités, ça crée des problèmes, ou soit on va essayer de se dire, bah, pour telle catégorie, c'est la moyenne de croissance espérée ou de décroissance espérée pour tel mois. Et ça, c'est une sorte de réduction des dimensions, c'est bien connu chez les Kagler, on peut voir pour la saisonnalité, mais on peut voir pour à peu près tout, de target encoding, qu'on appelle. Et ça, en fait, c'est un peu une feature magique, enfin une variable magique qui marche souvent. Et, voilà. D'accord. Ok, alors à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter sur ce point, on va passer au dernier point. Comme ça, on va se prendre pas mal de temps, tout le temps restant sur la partie vraiment. Alors, on va dire un mot sur la partie feature engineering. Alors, je ne sais pas dans ce challenge si c'était important ou pas pour vous. C'est vous qui allez répondre. Donc, l'idée maintenant, c'est de parler vraiment feature engineering et modélisation. Modélisation au sens large, donc choix des algorithmes, quels étaient les résultats, les difficultés d'entraînement, est-ce que vous avez fait que du machine learning, est-ce qu'il y a eu du deep learning, enfin voilà toutes les questions auxquelles on pourrait penser. Et auparavant, est-ce que le feature engineering était un point crucial ou pas dans ce challenge, ou est-ce que ça apportait pas finalement pas grand-chose? Quand je dis feature engineering, c'est au sens large, hein. Est-ce que vous avez dû ajouter des features ou au contraire, est-ce que vous avez dû faire des réductions? Enfin, vous voyez, voilà. Allez-y, hein, c'est à vous. je vous laisse, je vous laisse répondre. Je me permets de commencer. Du coup, je pense que c'était le point crucial
au-delà du feature engineering, c'est comment on modélise le problème. Et on va le voir, on a eu chacun des façons de modéliser le problème un peu différentes. On est sur une problématique de time series, donc on cherche à prédire le futur à partir des données du passé. Donc, le premier groupe de variables qu'on va avoir, c'est simplement les données du passé, donc le nombre de ventes passées sur les X dernières semaines, X étant à définir, c'est quelque chose qu'on peut tuner. Les ventes, on peut les avoir à différentes granularités. On peut les avoir à la granularité la plus fine, à savoir magasin, croix, article, mais on peut aussi les avoir à la granularité uniquement magasin, uniquement article, etc. Et donc moi, j'ai utilisé ces données de passé de façon très brute sur les 6 dernières semaines. Et j'ai un deuxième groupe de variables qui s'appelle les variables target encoding. Donc, c'est une cas connue, notamment dans la communauté de Kaggle, c'est calculer la moyenne de la cible que vous cherchez à prédire sur un nombre de variables catégorielles. Donc, par exemple, jour de la semaine, j'ai vu qu'il y avait une question sur le jour de la semaine, d'ailleurs, jour de la semaine, hyper important parce que on ne fait pas le même nombre de ventes un dimanche qu'un lundi. Donc, je referme la parenthèse. Le nombre de ventes moyen par jour de la semaine, croix ID région, croix ID article. Ça, je le calcule sur mon dataset d'apprentissage et je l'applique sur mon dataset au moment de la prédiction en fonction du jour de la semaine, de la région et de l'article considéré. Donc, ça permet de faciliter un peu la vie au modèle pour pas qu'il ait à faire les moyennes lui-même. Et ça, c'est hyper important, notamment quand vous avez des variables catégorielles avec beaucoup de modalités, comme c'était le cas ici. Voilà. Et puis pour la partie modèle, comme ça, après, je laisse le micro et je me tais. Moi, j'ai utilisé un réseau de neurones multi-output. C'est-à-dire que plutôt que de prédire une seule valeur, il en prédit 7 valeurs pour les 7 jours de la semaine. Et ça répond à la question de Marc Bouvet. Donc, je n'ai pas mis la variable jour de la semaine en feature explicative. Je l'ai directement inclus dans la façon de modéliser le problème, à savoir que j'ai 7 prédictions, une prédiction pour chacun des jours de la semaine. Donc, j'ai un réseau de neurones d'un côté et le dernier jour, quand Pierre m'a dépassé vers 10h du matin et qu'il avait pris pas mal d'avance, j'ai tenté un truc un peu audacieux auquel je ne croyais pas beaucoup, mais j'ai tenté un light GBM un peu au dernier moment sans prendre beaucoup de temps pour le paramétrer. Et il se trouve que le light GBM scorait quasiment pareil que le réseau de neurones. Et en fait, après, quand j'ai vu ça, j'étais hyper content. Il a fallu de moyenner les prédictions du réseau de neurones et du light GBM, qui sont des modèles différents, donc ils font des erreurs à des endroits différents. Et on sait que quand on moyennise des modèles qui sont différents, mais qui obtiennent à peu près le même score, on augmente significativement notre performance prédictive. D'accord. Je suis curieux de savoir ce que tu as fait, Pierre, parce qu'apparemment, tu as fait une approche full deep ou time series. Ouais, mais j'ai fait un truc un peu exotique. Alors, du coup, j'ai besoin de slide parce que sinon, j'y arriverai jamais. C'était un miracle que ça fonctionne, mais ça a fonctionné. Du coup, ouais, si je reprends ce que Romain avait dit, c'était sur les types de features que vous avez en entrée juste rapidement. Vous avez ce que j'appelle les non a priori, qui sont l'historique des ventes. Donc, c'est là où Romain a fait tous ses agrégats. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie de calculer d'agrégats. Je vais utiliser des RNN, donc des modèles vraiment qui mangent des time series, qui sont faites pour manger ces types de choses et qui vont créer tous les agrégats automatiquement. J'ai aussi les features a priori qui vont être de type calendaire, etc., où j'ai déjà en fait la valeur de ces features pour les 90 jours d'après, la target que je veux. Et ensuite, j'ai des features de type statique, enfin contextuelles, qui sont constantes par séquence. Et notamment, on parle de ID article, ID PDV, enfin surtout article, où on a énormément de modalités, on a 2500 modalités. Et c'est ce que Romain disait, c'est en général, c'est assez compliqué de prédire ce genre de choses. Et les réseaux de neurones, ils sont plutôt sympas avec ça, parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle de l'embedding de ces trucs-là. Alors, l'embedding, je l'ai ici. Donc, ce que vous connaissez ce qui est le plus répandu, c'est avec le Word2Vec. Vous prenez des mots qui sont, il y a 200 000 modalités, 300 000 modalités, ça dépend de votre vocabulaire. Et vous allez faire un embedding, vous allez projeter ces mots dans un espace vectoriel. Le but des layers d'embedding dans les réseaux de neurones, c'est de faire exactement ça. Et pour le coup, je l'ai fait pour
les features qui m'intéressaient, en l'occurrence les articles, les PDV, tout ce qui était données statiques. Donc, si je viens sur la structure du réseau de neurones que j'ai faite, elle récupère ces 3 types de features. Donc là, vous allez avoir toutes les features qui sont statiques. Chacune d'elles va avoir sa layer d'embedding. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle la tuyauterie pour du Keras. Donc là, vous aurez une layer qui va avoir en fait toutes les features statiques de contexte, c'est-à-dire elles n'ont pas de notion temporelle. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un encodeur-décodeur. Donc, c'est quand vous prédisez ce qu'on dit many-to-many, c'est-à-dire vous prenez en entrée une time window d'une certaine taille et vous en prédisez une d'une taille différente. Donc là, on devait prédire les 90 jours d'après. Donc du coup, dans mon décodeur, j'ai prédit les 90 jours d'après. Et dans mon encodeur, c'est-à-dire les features que le modèle va automatiquement agréger, j'ai mis seulement 28 jours. Alors pourquoi seulement 28 jours? Parce que j'ai testé 90, ça marchait moins bien. Vu le peu d'horizon temporel qu'on avait, j'étais obligé de… Je crois que j'ai un dessin là-dessus. Voilà, c'est là. Donc là, en gros, j'ai 28 jours de feature et 90 jours de target sur laquelle j'entraîne. Donc, comme vous tous, les 28 premiers jours, vous les perdiez. Ou si vous avez des lags à 90, vous perdiez un peu plus. Voilà, donc ça c'est l'approche. Donc mon réseau de neurones, il m'a donné une perf assez sympa parce qu'en général, c'est pas les meilleurs, mais pour le coup, c'était mon meilleur single. Et une fois que j'avais ça, je me suis dit que je vais faire du light GBM quand même, comme Romain. Une fois qu'on a fait des réseaux de neurones, on revient un peu aux bases, à ce qui marche tout le temps. Et du coup, j'avais pas envie de recalculer ces 200 agrégats manuellement, comme on fait avec les approches classiques. Donc, je me suis pas embêté. J'ai récupéré, en fait, dans un réseau de neurones, en fait, quand vous faites une prédiction, vous récupérez l'output de la dernière layer. Et en fait, vous pouvez récupérer les outputs de la layer que vous voulez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'output de mon embedding de toutes mes catégories et je l'ai mis dans un LightGBM. Et j'ai fait ça aussi sur la sortie de mon encodeur. Donc, la sortie de l'encodeur, c'est en gros ce C, ce state, qui finalement représente la séquence sous forme compactée dans une matrice. Donc, du coup, mon LGB, il est tout simple. Il prend l'output des embeddings et l'output de l'encodeur. Et puis, voilà, fit transform, early stop. Et puis ensuite, c'est tout. C'est-à-dire que du coup, j'avais des modèles, les RNN, et j'avais mon modèle l'IGBM. Donc, j'en ai fait plusieurs. Finalement, je crois que j'avais 7 ou 8 modèles. Et j'ai moyenné les prédictions de tous ces modèles et ça m'a fait la deuxième place. Romain, je crois que toi, tu utilisais. Ça me surprend en pire parce que j'ai pas du tout le même feedback sur le nombre de données en arrière qu'on regarde. Donc, toi, tu utilises 28. Je crois que Romain, il utilise assez peu de données parce que moi, j'ai plutôt le constat inverse qui est. Je vais montrer mes slides, mais les features les plus importantes, c'est les features, la moyenne calculée sur le maximum d'horizon, quoi. Donc, c'est ça, hein, tu prends que les ventes sur les 28 derniers jours et je crois que Romain aussi, non? Ou tu prends 6. Ouais, moi, c'est 6 semaines. Mais là, j'ai des features de target encoding qui sont calculées sur un horizon plus long. Ouais, sur le target encoding, mais qui est pas la granularité article et point de vente. Si, j'avais aussi ces granularités-là. En fait, il y a un compromis à trouver entre la taille de l'horizon qu'on prenait, et plus on prenait de l'horizon, plus la taille du dataset d'apprentissage était petit. Parce que si on prend, je sais pas, 6 mois d'horizon, en fait, notre dataset d'apprentissage, il commence le 1er juillet, parce qu'on a besoin de 6 mois d'historique si on veut des features complètes. Donc, c'est pour ça, moi, je jouais sur ce nombre de semaines et j'ai essayé d'optimiser ce compromis entre taille de l'historique et plus on augmentait la taille de l'historique, plus on diminuait la taille du dataset d'apprentissage. Ouais, mais j'ai fait exactement la même chose. J'ai commencé grand, 90, en me disant que pour prédire à plus 90, j'ai besoin de moins 90. Et en fait, ça ne convergeait pas. Enfin, il y avait quelques petits problèmes. Et en termes de données, j'en avais de moins en moins. J'ai même fait un truc assez rigolo, mais qui n'a pas marché. J'ai fait un réseau de neurones qui prédisait avec plus 28, moins 28, pour en fait reprédire
faire une sorte de fill-NA, enfin d'imputation de valeur manquante sur mes lags de comment ça s'appelle, décembre 2017, pour pouvoir ensuite re-forward mon modèle. Parce qu'en fait, j'ai vraiment pas ce mois de janvier, je le perds, il est net, il est juste perdu, quoi. Mais bon, c'était plus du bruit qu'autre chose, donc j'ai laissé tomber, mais je trouvais ça rigolo. Je veux bien prendre les slides si ça vous va. Oui, ok, vas-y, C'est continue. un peu différent ce que j'ai. Tout d'abord, il y avait une compétition Kaggle qui avait été faite récemment sur M5 Forecasting qui a lieu tous les ans. Et ce qui était ressorti, c'est quand même que les modèles, la GM, ça marche quand même pas mal. Et puis, je pense que je commence j'ai de plus en plus à passer à des approches full deep learning que continuer à faire du LGVM et du feature engineering. Je pense que je devrais essayer. Après, je pense que quand on fait du deep learning, il y a architecture is the new feature engineering. Donc, on déporte une complexité entre du feature engineering et la Go, et c'est à peu près là. C'est un échange en fait de computer power. Moi, la façon dont je voyais le problème, c'est pour une date de début, pour un groupe, donc c'est mon point de vente et mon article, pour un horizon de prédiction. Donc, quand vous faites votre date de début d'origine plus votre horizon, vous avez votre date de destination. Et ça, c'est notre cible. Donc, c'est notre quantité loguée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer plein de feature engineering différents qui sont, par exemple, ce sera plus simple, pour les ventes moyennes sur enfin, la moyenne des ventes, la médiane, les quantiles et les écarts types pour différentes variables. Donc, là, c'est un capture d'écran, donc pas tout, mais sur ici, on va voir que c'est un dataset qui est assez gros, parce que concrètement, c'est des boucles, hein, ce qu'on fait. Et donc, on va créer pour différentes fenêtres temporelles, pour une semaine, pardon, pour une semaine, enfin, pardon, pour cette, ici, je prends les pieds dans le... Ok, pardon, on va aller avec ça. Donc ça, je rajoute, oui, c'est ça, c'est celui-ci pour 7 jours. Donc c'est des multiples le 1 ici, c'est la fenêtre temporelle. Ça, c'est le groupe, la variable qui est target encodée, la transformation, donc ça, c'est un quantile, et l'horizon temporel. Et donc là, on va boucler, faire des boucles de transformation. On va créer ce dataset-là avec, par exemple, si on va un peu plus loin, on peut voir qu'on va avoir la moyenne sur les 28 derniers jours de notre quantité loguée. Et on va créer tout ce genre de moyenne sur différents horizons temporels. On a ça. On va faire ça aussi à la granularité en ajoutant le jour de la semaine. Parce que directement prendre comme groupe l'AI du point de vente du produit et le jour de la semaine, on va calculer ces moyennes-là. On peut aussi calculer, par exemple, pour un groupe, ouais, donc c'était ça. Pour une catégorie, enfin une variable catégorielle, on peut essayer de se dire c'est quoi le nombre de ventes moyennes pour chaque jour de la semaine. Et donc se dire ça permettrait de débiaiser les données. Puis on va faire une autre variable que j'ai ajoutée, c'est la distance à un jour férié. Est-ce qu'on est un jour férié? Oui, non. Est-ce que on est à la veille d'un jour férié? Est-ce qu'on est l'avant-veille d'un jour férié? Et je vais ajouter plein de feature engineering comme ça. Donc là, c'est la saisonnalité annuelle observée, enfin dévisée, pour se dire par exemple le rayon je sais pas, crèmerie. On sait qu'entre la semaine 28 et la semaine 44, on a une croissance espérée de 5%. Et je vais mettre ça aussi dans mon modèle. Je voulais essayer de calculer la moyenne des prix, mais bon, ça, faut voir s'il y avait des promotions durant le quarter, enfin des baisses ou des croissances, mais ça n'a pas trop marché. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a plein de features génériques différents et on va faire des jointures derrière. Et on va créer un méga dataset. Donc, ce qu'on a fait, on a scalé horizontalement notre pipeline. J'ai écrit un article dessus et puis je l'ai partagé. Et je vais vous présenter notre dataset, ce qu'on obtient à la toute fin. C'est ce dataset-là où on a 130 colonnes et un nombre de quelques millions de lignes. Donc, on fait une jointure à la fin et on a un dataset qui est tout simplement énorme qu'on va donner à manger à notre algorithme. Et donc, quand on le donne à manger à notre algorithme, donc qu'est-ce qu'on fait après avec notre algorithme? Moi, ce que j'avais, c'est un dataset de 30 millions de lignes avec 130 colonnes. Petite remarque, c'est que
plus j'ajoutais des lignes, moins j'étais bon sur les leaderboards. C'est-à-dire qu'en fait, je n'arrivais pas à optimiser réellement. Il y avait une sorte de data drift ou de concept drift entre le jeu d'évaluation et d'entraînement. Donc, plus je rajoutais de la donnée, plus j'overfitais mon jeu d'entraînement, mais pas le leaderboard. Donc, en fait, ça ne servait à rien d'ajouter des lignes. Ce que je fais pour les problèmes de série temporelle, ben, pour Est-ce que éviter je peux te couper, Peter? Ce que tu viens de dire, c'est très des- spécifique à ceux qui ont l'habitude des. Est-ce que tu peux juste donner une phrase d'explication quand tu dis, as dit overfitter le leaderboard? Juste une phrase d'explication pour ceux qui n'ont jamais fait de Kaggle mais qui s'intéressent au sujet quand même. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'en fait, plus on rajoute de lignes, plus on overfit notre base d'apprentissage, d'entraînement, qui n'est pas corrélée au leaderboard. Oui, Et vas-y. ça peut arriver quand vous avez un dataset qui n'est pas représentatif, ou des concepts drift, ou des data drift qui sont assez forts. Et là, concrètement, c'est qu'on a on a une métrique qui est pas, on n'arrive pas quand vous vous lancez dans une compétition data science, vous avez envie d'avoir une corrélation sur votre PC local loss qui est corrélée au leaderboard parce que vous avez envie de faire des tests rapidement. Et en production, si vous avez travaillé dans une entreprise qui passait des algorithmes en production, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aussi vous dire, bah, j'ai envie d'avoir localement une métrique qui est corrélée. Et quand vous êtes sûr de vous, vous allez lancer un A/B test et vous allez voir que votre A/B test, bah, vous allez avoir un uplift. Et sur Kaggle, c'est quoi? Bah, en fait, vous lancez par un A/B test, vous mettez une soumission et normalement, vous devez progresser sur le leaderboard. Et là, le problème, c'est que plus je m'améliorais localement, plus je dégradais ma performance en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème soit de moi, soit le dataset n'est pas, il y a un risque, mais c'est des choses qui arrivent aussi dans la vie. Donc 30 millions de lignes, 130 millions de colonnes, 130 colonnes. Je crois que Romain et Pierre, ils n'ont pas parlé, mais quand vous faites des séries temporelles, pour essayer de ne pas tricher, vous ne pouvez pas faire une séparation entre votre jeu d'entraînement et de validation de façon aléatoire, vous êtes obligé de faire de façon temporelle. Sinon, vous trichez et ça ne marche pas du tout. Et ça, pour ma première compétition data science, je ne vais pas vous cacher que j'étais très mauvais, c'est l'erreur que j'ai faite. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'entraîne un LightGBM, donc c'est des modèles d'arbres, très simple. Moi, je suis assez feignant, donc je ne fais pas d'hyperparameter tuning. Je suis assez feignant aussi, je ne fais pas de sélection de variables. Voilà, donc je laisse le modèle faire la musculation, le heavy lifting pour moi. Quand vous avez des problèmes de série temporelle, bah, vu que vous avez des concept drift, des data drift, c'est super utile de réentraîner votre modèle avec les dernières données disponibles. Donc, vous rentraînez sur tout. Et à la fin, moi, ce que je fais, c'est que je ne cherche pas le meilleur modèle. Par contre, je me dis, bah, je vais entraîner 3 fois le même modèle avec des paramètres légèrement différents. Et ça, c'est quoi? Bah, ça permet d'un peu moyenner les prédictions. Et l'intuition, c'est-à-dire il vaut mieux avoir 3 modèles qui sont bons et les moyenner plutôt que de trouver le modèle parfait qui est optimisé tout seul. Voilà, et on prédit derrière, mais rien de compliqué. Et juste ici. Et là où je veux en venir sur la feature importance, parce que ça, c'est intéressant, qu'est-ce que sont les variables importantes pour notre modèle les plus utiles. Donc là, c'est en majuscule, c'est le groupe. Donc c'est le point de vente, l'article ID, le jour de la semaine, la quantité moyenne. Et ça, c'est sur les 64 dernières semaines. Donc on en a 56, mais c'est tronqué. Et ça, c'est ce qui trouve être la variable la plus prédictive. Au contraire, les variables qui sont sur des horizons temporels plus petits, 14 ou 28 jours, il a moins d'importance. Et moi, je trouve ça normal. Donc ça me surprend beaucoup que Romain et Pierre n'ont pas du tout cette observation-là. Juste Mais déjà, désolé, tu as dit 64 semaines. Tu parlais en jour plutôt. non, c'est des semaines parce que en fait, ça change beaucoup, c'est en puissance de 2. Mais tu n'es pas obligé d'avoir si tu n'as que 56 valeurs ou 50 valeurs dans Panda, tu peux calculer, même si tu as des valeurs. Enfin, si tu n'as pas la série totale, il te pute quand même ta moyenne. Donc là, en réalité, c'est au maximum, c'est un maximum plus que. Ah, d'accord. Ça répond. Oui, 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 d'accord. Donc en fait, là, c'est un peu moins, mais là, tu as bien 28, 14. Et donc ça, c'est le feature importance de mon modèle. Donc c'est considéré le plus important, les variables les plus prédictives. Et voilà, voilà ce qu'on en sort. Ah ouais, c'est impressionnant. Parce que, alors c'est cumulatif et ça somme à 100%. Ça veut dire que 70% est sur les 2 premiers. Ouais, donc voilà, donc ce qui est rigolo aussi, c'est de se dire, bah, lui, il essaie de prédire une quantité de lait qui est loguée.
Et pourtant, la plus prédictive, c'est pas la quantité loguée. Et ça, moi, j'ai pas de, en fait, la façon j'ai pas d'a priori quand je construis les algorithmes, c'est plutôt on a des intuitions, mais je laisse le modèle inférer, quoi. Et par exemple, j'ai fait une feature engineering qui est de dire, je vais sortir aussi le quantile des ventes. 80, alors je pense que c'était pas une bonne idée, mais c'est une idée. J'ai pas de dire est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée, je la fais et je laisse le modèle inférer derrière. Pareil, j'ai mis comme feature, est-ce qu'il y a des variations de prix? Je ne sais pas si ça marche ou ça marche pas, je l'ai mis et visiblement, le modèle, il s'en sort pas. Et voilà. Donc je laisse le modèle inférer tout ça. Il y a juste pour le nettoyage des données, hein, vous savez, soit on peut se dire, vu qu'on n'a pas de jour férié, on aurait pu les supprimer. Soit on peut se dire, je mets la variable dans le jeu d'entraînement, est-ce que c'est un jour férié? Et j'essaie de débiaiser en réalité ma base d'apprentissage. Ce qui est assez triste sur ce jour férié, c'est que, enfin, il y avait le 1er janvier, en fait, Ouais, qui était le jour férié principal du jeu de test. Et donc, j'avais aussi cette variable isHoliday. Et malheureusement, il m'a servi à rien. J'avais mieux fait de tout mettre à 0. Et en termes de performance, c'était meilleur. Donc, ouais, je sais pas alors si. c'est ce que j'ai fait aussi pour le 1er janvier, je l'ai recodé. Pourquoi? Parce que je pense que tous les jours fériés ne sont pas nés égaux entre eux. Euh, le 1er janvier, il n'est pas comparable au 8 mai. Voilà. Excepté ça, j'essaie d'avoir assez peu de manual processing. Et, voilà. Mais Ce qui est horrible, parce qu'opérationnellement, on se dit, je veux les 90 prochains jours, et nous, on te dit, en fait, non, le 1er janvier, je ne vais pas te le prédire. En tout cas, j'y arrive pas. Vaut mieux prédire que des zéros, c'est un peu triste. ouais. Donc voilà un peu la partie feature engineering et modèle. Je pense que c'est D'accord. voilà. Et alors, il y a quelques questions dans le chat, la partie modélisation. Alors, j'ai vu que Romain commençait à y répondre. Alors, juste une question intéressante. Vous utilisez tous l'IGBM visiblement et pas XGBoost. Et donc, Romain a répondu que les performances sont similaires, mais que l'IGBM est plus rapide. Alors, j'imagine plus rapide à entraîner que XGBoost. C'est une question effectivement intéressante parce que visiblement, je crois que vous avez tous cité au moins une fois l'IGBM. Une autre question intéressante, je trouve, c'est est-ce que vous avez utilisé quelque chose de particulier en termes d'architecture matérielle, c'est-à-dire du GPU, des clusters, des trucs un peu musclés, ou est-ce que c'était juste votre Mac et puis roule ma poule dans un notebook? Enfin, vous êtes sur un Ouais. cloud, allez-y, oui. Alors, pour ma part, j'ai fait la data prep, hein, donc la création du dataset sur une machine qui avait 120 Go de RAM, donc c'était pas mal. Et ensuite, toute la modélisation, je l'ai faite sur ma machine qui a une NVIDIA 1080. Voilà, c'est une machine de gamer avec, je crois qu'il y a 30 ou 40 gigas de RAM. Mais voilà, en gros, la data prep, une grosse machine. Et ensuite, on peut redescendre sur une plus petite machine avec du GPU, pour ma part. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que toi, tu as vraiment un traitement très structuré avec ok, l'architecture assez complexe et ensuite tu fais l'autre, d'accord. Et toi, Romain, en ce qui te concerne, parce que tu as parlé. Moi, j'ai tout fait sur alors pas un cluster, mais une grosse machine qui avait 256 Go de RAM, même si j'en utilisais que 50 au maximum. Pas de GPU, alors pourtant j'ai fait des réseaux de neurones, mais j'ai tout fait sur CPU, à ne pas reproduire à la maison. Voilà. Voilà pour moi. Pour ma part, en fait, je travaille chez Mano Mano comme Romain, donc on a des conditions de travail qui sont assez agréables, où on a des serveurs assez puissants. Donc moi aussi, j'avais une machine assez puissante pour faire tout ça. C'est assez gourmand en RAM, cette approche-là. Après, je pense on peut avoir une performance assez bonne avec assez peu de données, enfin, moins de données. Mais j'ai la puissance. J'ai 300, on a 250, entre 250 ou 300 gigas de RAM comme serveur. On consomme ce qu'il y a à disposition. Et Effectivement. donc, c'est des machines assez grosses. Voilà, pas de GPU.
pour ma part. Euh, voilà. Ok. Après, un truc qui est important, c'est on m'a pas posé la question, mais du coup, j'ai envie de répondre qu'on me la pose. C'est la façon dont on travaille, mais j'aime bien avoir un environnement de développement et un environnement de production sur lequel on va pas avoir la même volumétrie de données. Et c'est-à-dire que techniquement, si on avait un PC local et qu'on peut avoir un environnement cloud qui nous coûte de l'argent, on a envie d'avoir un environnement local qui nous permet de tester notre code avec très peu de données pour pouvoir, pas payer l'environnement cloud, et deux, tout simplement aller très très vite et avoir une feedback loop très très rapide. Et donc moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis créé un environnement de développement où où je samplais mes données par x100 pour pouvoir en fait itérer très très vite le soir, euh, ça le soir avant de dormir, et tout simplement lancer le code la nuit pendant plusieurs heures quand je dormais. Et ça, c'est un gain de productivité assez forte. C'est pas est-ce que je suis rapide à coder ou pas, et c'est tout simplement d'avoir cet environnement de développement qui permet la rapidité. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, c'est un point important. Alors, on arrive presque au bout. Il nous reste, on va dire, 10 minutes en débordant un tout petit peu. Là, c'est pas mal. On est resté dans le timing, c'est parfait. Alors, l'idéal, ce serait un mot de conclusion pour chacun, si vous voulez ou pas, hein, il n'y a pas de... Mais un mot, la conclusion qui vous chante, ce que ça vous avait apporté, quelque chose que vous n'auriez pas fait, ça vous a donné des pistes pour la suite, etc., etc. Et puis ensuite, on va donner la parole à Khalil, qui nous fera un retour. Comme je l'ai dit en introduction, Khalil était responsable du challenge au niveau de Intermarché. Alors, allez-y, c'est à vous, un petit mot de conclusion, et puis ensuite, on laisse la parole à Khalil. Non, enfin moi je suis content d'avoir un challenge en France. C'est rigolo un peu cette communauté en France, donc c'est assez sympa. Je pense que créer un challenge, c'est très très dur. Je pense qu'il y a beaucoup de taf de la Khalil. Ensuite, il y a des personnes qui sont habituées, qui vont essayer de dire s'il y a une faille dans le challenge, comment on optimise, comment on tire parti de ça. Euh, donc voilà, moi je trouve que les challenges, il y a une part qui est intéressante, qui peut être réutilisée pour la production derrière. Euh, voilà, moi j'ai une partie de mon code qui est en production chez ManoMano, qui est assez proche de la compétition, qui est réutilisée entre. Après, il y a des différences qui se créent spécifiquement pour les compétitions. Donc voilà, je trouve ça intéressant et je trouve ça utile de pratiquer à coder. Et voilà, c'est assez rigolo. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres challenges. Ah, zut, Ouais. mon micro. Ok, je te remercie, Jacques. Alors, Romain, Pierre, un mot? Moi, ça va Vas-y. ressembler au mot de Jacques, mais un grand merci à Khalil et aux équipes d'Intermarché. Pour la petite histoire, on est en train de regarder si on peut lancer un concours chez Mano Mano, et en fait, on se rend compte à quel point c'est compliqué. Et en tant que participant, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plein d'équipes qui sont impliquées, le légal de la sécurité, etc., etc., etc. Donc, il y a un grand travail qui est fait côté Intermarché, et merci pour ça. Vous connaissez tous la plateforme Kaggle, qui est la plateforme américaine de concours, et elle est formidable. Moi, j'adore cette plateforme, mais je pense qu'on a un rôle à jouer aussi en France pour faire vivre cette communauté de data scientists brillants qui sont installés en France pour qu'ils restent en France, tout simplement. Et voilà, donc merci, on attend le prochain avec impatience, et merci à Franck pour l'organisation du meet-up également. Pierre, un petit mot, et puis ensuite, on laisse la parole à Khalil. Oui, bah écoute, merci aussi pour l'organisation de ce meet-up et surtout aussi du challenge. C'est vrai que Kaggle, c'est quand même le grand de la place. Mais sur des sujets comme ça, de time series, il y en a quand même peu, enfin relativement peu. Donc c'est super appréciable d'avoir ça en France. Et voilà, c'est top. Et j'attends aussi le prochain avec impatience. En fin d'année, c'est ça? C'est ce que Bougid a dit. Ok. Alors, oui, excusez-moi, quelqu'un, oui, je mettais dans le chat, quelqu'un a mentionné
voilà, une plateforme française qui est liée à NormalSup. Bah, vous irez dans le chat. Ok, allez, Khalil, c'est à toi, Merci vas-y. beaucoup. Merci de m'avoir laissé me greffer à la dernière minute au Meetup. Je tenais à commencer par remercier justement l'ensemble des participants qui ont pris part au challenge, à féliciter encore les gagnants. Ceux qu'on n'a pas encore contactés, c'est simple, on est toujours en phase de validation des soumissions. Effectivement, donc, organiser un challenge data science, c'est loin d'être quelque chose de facile. Donc, je suis une parmi plusieurs personnes qui ont rendu ça possible, que ce soit des data scientists, que ce soit notre direction, etc. Donc, voir vraiment, voir à quel point ça a intéressé les gens, moi, j'en suis vraiment très ravi. Sachant que notre objectif principal, c'était justement de contribuer à la scène data science en France et d'être parmi les premiers retailers à proposer ce genre de challenge. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui étaient dites lors du meet-up. Je reviens sur 2-3 petits points très rapidement. Le premier qui revenait souvent, c'était par rapport aux données. Du coup, en fait, organiser un challenge data, ça sous-entend faire des compromis. Le compromis que j'ai dû faire, c'est que, en fait, en gros, sur la quantité des données, c'est que je n'avais pas forcément des données exploitables pour 2017. Mais les 2018, c'était les données les plus anciennes à ma disposition. Juridiquement, c'est un peu plus compliqué de dévoiler des données fraîches par rapport à des données considérées un peu obsolètes. Et surtout, 2020 a signé l'arrivée d'un virus pas du tout sympathique qui rendait les données un peu 2020 un peu inexploitables ou imprévisibles. Donc, au fait, on a dû faire le choix de se limiter à un an de données. Donc, ça me chagrine personnellement. J'espère qu'on réitérera avec quelque chose de plus sérieux à ce niveau. D'autant plus que dévoiler plus de données, c'est donner plus de volume. On risquait de mettre à l'écart des personnes qui n'avaient pas forcément suffisamment de puissance de calcul pour participer. On ne voulait pas stigmatiser des gens juste parce qu'ils n'ont pas accès à des serveurs de ouf, etc. Ce qui est rigolo, c'est que ce volume de données ne constitue même pas 10% des données qu'on a à traiter au quotidien. Loin de là, sachant qu'on peut être amené à descendre, non pas à l'échelle d'un agrégat journalier, mais carrément à l'échelle des lignes de tickets de caisse dans ce qu'on fait au quotidien. Et le dernier point qui est un peu rigolo, c'est que c'est un peu l'anecdote du challenge. C'est que lors de nos tests internes, on a réalisé qu'avec juste des moyennes constituées de façon un peu maligne, on arrivait à avoir une erreur de l'ordre de 0,58. Autrement dit, on a 2/3 du leaderboard aujourd'hui qui ne fait pas forcément mieux que des moyennes ou des statistiques. Et moi, mon message, ce n'est pas de dire oh, vous n'avez pas bien fait, etc. C'est de dire, surtout aux juniors, aux confirmés sur de la datation, c'est toujours essayer de commencer avec des modèles simples. Ça vous permet d'aller très vite, très rapidement, de mettre les choses en place et ensuite essayer des choses plus compliquées. Ne sautez pas immédiatement sur du réseau de neurones, sur des modèles méga sophistiqués. Tentez les choses simples, ça peut fonctionner. Et sur ce, encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui sont intéressés à ce challenge. Et je vous dis au prochain. Et ok, ce sera le mot de la fin. On avait dit 45, il est 43. Bon timing, je sais qu'on a tous des emplois du temps assez serrés, alors je ne vais pas monopoliser la parole plus que ça. C'était super, j'ai appris beaucoup de choses moi, en vous écoutant. J'ai fait une énorme erreur, c'est que j'ai oublié d'enregistrer la conversation. Quelqu'un vient de poser la question dans le chat. Alors, si vous avez un plan B pour me venir en aide, je vais vraiment vous remercier énormément. Et sinon, ce sera d'essayer de rédiger un compte-rendu. De toute façon, je vais essayer de rédiger un petit compte-rendu, mais assez succinct. Mais désolé, parce que quelqu'un a posé la question. Encore une fois, j'ai oublié d'enregistrer la conversation. Donc voilà.
En tout cas, en ce qui concerne ce challenge, c'était super intéressant de vous écouter. C'était génial. Merci Khalil aussi de nous avoir redonné le contexte, etc. de cette opération. Et moi aussi, je tenais à te remercier parce que c'est vraiment un bel effort que vous avez fait. Et je pense que tout le monde vous en est très, très reconnaissant. Avant de vous quitter, encore une fois, mes félicitations à Romain, Pierre et Jacques, parce que en vous écoutant, ça m'a confirmé le fait que d'une part, j'ai pas votre niveau, et en plus de ça, j'aurais ni le temps, ni l'infrastructure matérielle, ni les compétences pour ne serait-ce que venir vous talonner dans vos performances. Multi-output, c'était très, très, très impressionnant, c'était assez génial. Et alors, donc encore une fois, merci, merci à vous d'avoir répondu présent. Alors, un dernier mot, il y aura un meet-up vendredi, ça vient de se décider, là, c'est tout frais, c'est un truc de dernière minute. Et le meet-up de vendredi, eh ben, il va aussi parler de challenge. Alors, pour le moment, je reste encore un petit peu mystérieux, mais je posterai de toute façon le programme dans les heures qui viennent. Et on va faire aussi un autre retour d'expérience sur un autre challenge. Ça n'a aucun rapport, hein, mais c'est un challenge qui vient aussi justement de se terminer et un challenge qui a aussi intéressé beaucoup la communauté. Voilà, donc ça aura été la semaine un petit peu des challenges. Et en ce qui concerne celui-là, je vais poster toutes les ressources que Romain, Pierre, Jacques, Khalil, que tout le monde voudra bien me donner. Et je vais tout poster sur la page du Meetup. Il y aura tous les notebooks, tous les pointeurs vers des sites internet, etc. pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà. Alors, je vois qu'il restait encore quelques questions dans le chat. On ne pourra pas toutes les traiter. Mais sinon, ben, moi, je vous invite peut-être à vous rapprocher des différents intervenants via LinkedIn. OK. Eh ben voilà, donc je vous dis à vendredi, non, théoriquement, normalement à vendredi, hein, on va faire en sorte que ça se produise. Et pour nous, ben, c'était super. Et encore une fois, un grand merci à vous d'avoir répondu présent. Voilà, super. Et bonnes vacances pour ceux qu'on ne revoit pas encore. Ça marche. À bientôt. Ciao. Tout le monde, au revoir. Merci. Au revoir, Martine. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.